Et l'idée, c'était qu'on puisse présenter d'abord une approche plus rationnelle du risque. Un savoir pratique qui serait nourri sur les meilleures méthodes existantes. Donc, alors, il y en a qu'on est allé chercher en Suisse, on vous en parlera tout à l'heure, pour proposer une véritable aide à la décision sur le terrain quand on va sur la neige. Voilà. Donc on espère que vous allez pouvoir sortir de cette conférence avec quelques idées claires et avec une méthode simple et efficace, utilisable, si possible dès demain, enfin peut-être tôt, dès après-demain, parce que demain on va laisser la neige tomber d'abord. Alors voici le programme qu'on vous propose. On va voir d'abord comment, avec quel outil mener une analyse du risque en passant en revue les différents facteurs de risque. On verra ensuite quand et pourquoi renoncer à certaines pentes dans certaines configurations. Ça va nous conduire à vous présenter les outils les plus récents d'aide à la décision, notamment les outils en ligne, accessibles depuis cet hiver, Yeti et Ski2Run Guru. Et afin d'être concret, eh bien, on développera un exemple de préparation et de conduite de course dans le massif de Beldon, près de Grenoble. Cette présentation va nous prendre environ une cinquantaine de minutes, et puis ensuite, eh bien, il y aura une intervention d'Alexis Malon, et puis viendra le temps des questions, où on pourra, si vous souhaitez, revenir sur certains points de cette présentation, ou aller plus loin dans des domaines qui vous intéressent particulièrement. Alors, s'il fallait un seul objectif à ce genre de conférence qu'on propose, ça serait d'aider des pratiquants, de vous aider à retrouver le plaisir et la sérénité. C'est-à-dire de vous aider à faire de belles courses à ski, sans le stress des avalanches, sans stress pour vous, les clients, pour les professionnels, ou les stagiaires, ou les membres du club, mais aussi sans stress pour vos proches, sans stress pour ceux qui vous attendent à la maison et qui ne savent pas forcément toujours ce que vous pouvez vivre sur le terrain. Par cette approche, on veut vous donner quelques clés pour connaître le danger, analyser le risque et enfin, en définitive, réduire ce risque. L'idée sera de baliser le chemin pour faire de bons choix dès la maison, puis sur le terrain. Alors notre conviction profonde, qui repose sur beaucoup de confrontations à des accidents, parfois tragiques, et qu'on évoque trop souvent la fatalité pour justifier des décisions absurdes. Bien sûr, nul ne peut prédire que telle pente va s'effondrer à tel moment, mais on connaît de mieux en mieux les pentes et les situations à risque. C'est-à-dire que nous voulons transmettre une méthode et quelques outils pour éviter au mieux ces pentes et ces situations les plus à risque, ou pour le moins que chacun sache mieux quel risque il prend. Libre à chacun de prendre en connaissance de cause un risque important. Il s'agit évidemment ni d'interdire ni d'autoriser. Alors on va commencer par l'analyse de risque. Alors quel que soit le domaine de risque, que ce soit un risque naturel, économique ou stratégique, les méthodes de gestion du risque reposent toujours sur une analyse des différents facteurs qui en sont à l'origine. Et l'analyse doit toujours précéder la décision. Et pour conduire une analyse de risque sur la neige, on va s'appuyer sur la grille d'analyse 3x3. Qui s'est imposée maintenant dans la plupart des formations déjà avalanche. Alors cette grille elle va nous permettre d'analyser les trois principaux facteurs de risque. Donc vous voyez en haut les conditions, le terrain et le groupe, à trois moments clés du déroulement d'une course, c'est-à-dire lors de la préparation à la maison ou au refuge, pendant l'approche, puis au pied des passages clés. La grille 3x3, elle aide à se poser les bonnes questions au bon moment, et à réviser son jugement si de nouveaux indices viennent contredire les analyses précédentes. L'objectif de cette grille, c'est d'être moins dépendant des seuls choix intuitifs qui sont trop souvent influencés par une trop grande confiance en soi, l'habitude parfois de fréquenter les mêmes lieux, ou même la pression d'un groupe téméraire. Alors on va passer rapidement en vue avec vous les trois facteurs de risque. Alors d'abord les conditions. Le premier outil à connaître essentiel, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Il nous est donné par les services de prévision, c'est donc le bulletin avalanche. On n'a pas besoin d'être un expert en nivologie pour faire du ski de rando. Une équipe d'experts travaille pour vous tous les jours, c'est Météo France en France, et cette équipe, elle nous aide à estimer le niveau de danger dans chaque massif. Il faut savoir que la plupart des pays montagneux d'Europe et d'Amérique du Nord publient quotidiennement en hiver un bulletin, c'est même 2 fois par jour en Suisse, bulletin de prévision des conditions nivologiques et du danger d'avalanche. La première rubrique du BRA nous donne une estimation du danger s'appuyant sur l'échelle européenne, qui a aujourd'hui maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années et qui s'est répandue depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord.
Alors en imaginant un versant typique, on peut tenter de matérialiser la progression du danger dans cette échelle qui prend en compte tant le risque de déclenchement naturel que le risque accidentel. Alors ici nous sommes en danger 1 qui représente en moyenne 7% des annonces en France sur la période 2008-2018. En progressant dans le niveau de danger, le nombre de pentes concernées par l'instabilité progresse. Ici, nous sommes donc en danger 2, c'est 36% des annonces en France en moyenne sur les 10 dernières années. En danger 3, l'inclinaison de la zone de départ potentielle est de moins en moins forte. Donc on voit beaucoup de zones concernées par le danger. Et le danger 3, il représente 47% des annonces en France chaque année en moyenne. Par danger 4, toutes les pentes à partir de 30 degrés d'inclinaison sont susceptibles de subir un déclenchement. Bon, heureusement, ce danger ne constitue que 9% des annonces, voire même 3,6% pour l'hiver dernier, 2018-2019. Et puis à partir du niveau 5, là, la situation peut prendre un tour catastrophique. Les avalanches spontanées peuvent atteindre le fond des vallées en affectant infrastructures, routes, pylônes, bâtiments, etc. C'est heureusement moins de 0,5% des annonces en France chaque année. Alors arrêtons-nous un petit peu sur le danger de niveau 3. Peut-être mal nommé, en tout cas à nos yeux, le danger marqué, le danger 3, n'est pas un danger moyen, comme sa place au milieu de l'échelle de danger pourrait le laisser supposer. En fait, le danger 3, c'est déjà une situation avalancheuse préoccupante. L'échelle de danger d'avalanche ne progresse pas de façon linéaire, mais plutôt c'est une progression de type géométrique. Grosso modo, le danger double à chaque à chaque degré de danger. Par danger marqué, danger donc 3, le potentiel de danger est 2 fois plus important que par danger limité, de degré 2, et 4 fois plus important que par danger faible. Alors là, c'est un ordre de grandeur pour fixer les idées. Les derniers travaux nous laissent penser que cette progression est encore plus exponentielle qu'on l'imaginait. Et alors en plus, le degré de danger marqué, donc degré 3, il recouvre une plage de situations avalancheuses particulièrement vaste. C'est la petite flèche bleue là qu'on a essayé de matérialiser. C'est pourquoi il est fréquent en Suisse de distinguer un danger 3 inférieur et un danger 3 supérieur. Le danger marqué mériterait d'être qualifié, selon nous, de manière plus significative. Il faut savoir par exemple qu'en Amérique du Nord, les bulletins pour le danger 3 parlent de danger considérable en français du Canada comme en anglais. À nos yeux, il serait probablement préférable de parler de danger fort pour le 3, tandis que le danger 4 serait très fort et le danger 5 extrême ou exceptionnel. Alors après les conditions, voyons maintenant le terrain. La notion d'inclinaison pour le terrain elle est centrale. En maîtrisant bien ce paramètre de l'inclinaison, on peut déjà considérablement mieux gérer le risque d'avalanche. Les travaux de l'Institut de la Neige à Davos nous renseignent en détail sur les avalanches impliquant des skieurs en Suisse de 1970 à 2018. La plupart des avalanches se déclenchent dans des pentes qui sont supérieures à 35 degrés. Il est extrêmement rare qu'un déclenchement se produise dans une pente qui est inférieure à 30 degrés. Vous voyez sur le schéma de gauche là. Alors attention, on parle ici de la pente de la zone de déclenchement de l'avalanche. Il est très fréquent qu'une fois déclenchée, une avalanche, une coulée, puisse s'écouler dans des pentes beaucoup moins prononcées. Le schéma de droite nous montre en outre que 60% des accidents se produisent dans le seul secteur nord, c'est-à-dire un quart de la hausse des vents, ça représente 60% des accidents. Alors comment évaluer un terrain à partir d'une carte? Alors on sait que l'inclinaison des pentes détermine leur propension au déclenchement d'avalanche. Alors pour vous aider à matérialiser le danger d'avalanche, prenons un exemple et voyons l'inclinaison des pentes en Beldon Nord dans ce vallon-là du Vénétier. Alors que se passe-t-il dans ces montagnes par danger limité d'avalanche? Les zones rouges nous montrent des pentes supérieures à 40 degrés. On sait par les données de l'accidentologie sur une longue période que ce sont les pentes susceptibles de connaître un déclenchement d'avalanche par danger limité, les pentes qui sont supérieures à 40 degrés. On comprend vite pourquoi cette information concernant l'inclinaison des pentes est primordiale. Si on évite ces pentes plus de 40 degrés par danger de niveau 2, eh bien on aura très peu de risques de déclencher une avalanche. Ça ne veut pas dire zéro risque, évidemment. Alors, par danger marqué, le nombre de pentes propices en déclenchement est plus important. Les avalanches peuvent aussi prendre une ampleur plus grande. Il faut se méfier également de leur écoulement possible dans une zone moins pentue.
Il faut considérer, à partir du danger 3, les pentes qui dominent l'itinéraire et pas seulement celles où l'on évolue. Par danger fort, danger 4, on comprend que dans un relief comme Beldon, beaucoup de pentes sont susceptibles de se déclencher. Il convient de changer de massif, ou en tout cas de changer de vallon. Le vallon du Vénétier ne se prête pas à faire grand-chose. Il y a des itinéraires en Beldon plus protégés que l'on peut fréquenter par danger 4. Alors voyons maintenant le troisième facteur de risque, le groupe. Alors la quasi-totalité des avalanches dont sont victimes les skieurs sont déclenchées par les skieurs eux-mêmes. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire que finalement on détient une partie de la solution par notre comportement pour faire face au danger. Alors la première question à se poser concernant le groupe, c'est qui est responsable du groupe? Qui prend les décisions? Qui conduit l'analyse de risque? Alors en général, cette responsabilité, eh bien, elle revient au pratiquant le plus expérimenté ou à la personne à l'origine de la sortie. Dans les groupes encadrés par un professionnel ou un initiateur fédéral, le responsable il est clairement identifié et normalement il n'est pas contesté. C'est moins le cas en revanche dans un groupe de copains habitués à skier ensemble et qui possèdent des niveaux d'expérience comparables. Il faut savoir que de nombreux accidents trouvent leur origine dans une conduite de groupe mal définie qui se traduit par une analyse du risque peu aboutie, voire inexistante, et par des décisions dans l'urgence et parfois complètement absurdes. Et paradoxalement, ce type de phénomène se produit souvent dans des groupes d'experts, que ce soit guides, initiateurs, spécialistes de la neige. Dans ces groupes, personne n'ose prendre vraiment de responsabilité. Alors, humilité, crainte de s'infirmer auprès de ses camarades, rejet peut-être de toute forme de contrainte dans le cadre de ses loisirs, expliquent souvent l'absence de responsables en charge de l'analyse du risque dans les groupes de pratiquants chevronnés ou d'amis proches. Alors, deuxième question, quelle est la taille du groupe? On va considérer que jusqu'à 4 personnes, on a un petit groupe, et à partir de 5 personnes, un grand groupe. Un petit groupe, pourquoi c'est différent? Un petit groupe, c'est plus facile à gérer pour le responsable. Prendre une décision à 2, 3, voire 4 pose moins de problèmes qu'à 6 ou 8. Un autre aspect des choses, c'est que le niveau technique, physique, ainsi que la motivation des participants ont plus de chances d'être homogènes dans les petits groupes. En outre, la taille du groupe a un impact direct sur le manteau neigeux et la discipline sera plus facile à faire respecter dans un petit groupe qu'un grand groupe. Alors enfin, le troisième élément à prendre en compte, bien, ce sont les mesures de précaution. Donc la première mesure de précaution, c'est ce qu'on va appeler la distance de délestage. Ça veut dire qu'on s'espace d'au moins 10 mètres à la montée. Pourquoi? Bien parce qu'on a moins de risque d'atteindre la pression suffisante pour déclencher une plaque, seule qu'à plusieurs, espacés que regroupés. En fait, on devrait systématiquement adopter ce type de distance de délestage dans une pente de neige dès que l'on approche les 30 degrés, ce qui représente généralement qu'une petite partie de la course. On ne fait pas, rarement des courses qui font plus de 30 degrés tout le long de la course. Alors la deuxième mesure de précaution, ce sont les distances de sécurité entre deux skieurs à la montée comme à la descente. Alors elles sont de 50 mètres au minimum et dans certaines configurations bien davantage. Alors on prendra des distances de sécurité pour franchir un passage exposé, par exemple au-dessus d'une barre rocheuse ou traverser une pente douteuse. Le danger étant plus fort dans ce passage, on réduit le risque en limitant au maximum le nombre de personnes exposées à ce danger en passant un par un. Alors on va progresser en s'écartant de telle sorte qu'en cas où une coulée se produise, une personne au maximum soit prise. Les distances de sécurité, elles vont éviter les enfouissements multiples de skieurs si l'avalanche se produit en dépit des précautions prises. À la descente, ça veut souvent dire skier un par un en s'attendant dans un lieu sûr. La conclusion de la corrélation entre accident et pente est des plus simples. Si on évite les pentes les plus propices au déclenchement d'avalanche, eh bien on va réduire le risque. Donc toute la logique, c'est de savoir à quoi renoncer, parce qu'on ne veut pas renoncer à sortir, mais à quoi faut-il renoncer tout en gardant une grande marge de sécurité. En combinant les informations concernant les conditions nivologiques et l'inclinaison des pentes, on peut déjà adopter une démarche prudente dès la réflexion à la maison ou au refuge. Alors la méthode de réduction la plus simple, ça consiste dès la préparation de course à éviter les deux combinaisons à l'origine des accidents les plus graves. Alors à gauche, vous avez ce qui était appelé les 3 anges de la mort, c'est-à-dire c'est la combinaison d'un danger marqué de degré 3, une pente à plus de 40 degrés et un versant orienté au nord. Il
faut savoir que cette combinaison, elle est à l'origine de nombreux accidents mortels, impliquant souvent plusieurs victimes. La deuxième combinaison mortifère, c'est celle que vous avez à droite, qu'on a appelée l'analyse aveugle. Là, c'est la combinaison d'un danger marqué, de degré 3, et une absence de visibilité de type jour blanc ou brouillard. Il faut savoir que cette combinaison, elle ne permet pas une bonne analyse du terrain, notamment au niveau des passages clés. On dévie facilement, il devient difficile de suivre une trace sûre, même en connaissant parfaitement les lieux. Et en plus, il devient ardu d'observer des distances de délestage ou de sécurité. Plusieurs accidents dramatiques de la dernière décennie se sont produits dans ce type de conditions d'analyse aveugle. Alors, affinons la logique de la réduction du risque par une méthode. Une démarche de prudence consiste à combiner les conditions nivologiques et l'inclinaison des pentes pour choisir les terrains sur lesquels on voudra évoluer. Avec un groupe de débutants, de skieurs possédant très peu d'expérience de la montagne sauvage, on va rechercher une grande marge de sécurité. Pour ça, bien par danger faible, on ne va fréquenter que des pentes inférieures à 40 degrés, par danger limité, danger de fréquenter des pentes inférieures à 35 degrés, par danger marqué, fréquenter des pentes inférieures à 30 degrés. Et on ne va pas sortir hors des domaines sécurisés en randonnée ou en raquette par un danger de niveau 4 avec un groupe de débutants. Pour les pratiquants expérimentés mais souhaitant une bonne marge de sécurité, on va adopter la méthode de réduction élémentaire qui en fait s'adresse à un assez large public, qui consiste par danger faible à éviter les pentes les plus raides, qui sont mentionnées typiquement comme dangereuses dans le bulletin, par danger limité 2, donc à fréquenter des pentes inférieures à 40 degrés, par danger 3, fréquenter des pentes inférieures à 35 degrés, par danger 4, ne fréquenter que des pentes inférieures à 30 degrés. Et par danger de niveau 5, encore une fois, le niveau 5 c'est très exceptionnel, il y a des massifs dans lesquels il n'y a pratiquement jamais de niveau 5 qui sont annoncés, eh bien on va rester à la maison ce jour-là. La méthode de réduction élémentaire, donc celle de droite, elle est adaptée en fait à la plupart des courses classiques et des raids à ski. En l'appliquant, on pourra parcourir la montagne toute sa vie, profiter de la poudre en hiver, des meilleures neiges de printemps, tout en restant dans un niveau de risque socialement acceptable. Alors, petite précision à ce que vient de vous dire Philippe, une précision importante quand même. Par danger faible ou limité, il faut prendre en compte la pente dans laquelle on évolue, c'est-à-dire environ 10 mètres de chaque côté de la trace, comme vous le voyez là sur la photo. À partir d'un danger de niveau 3, et a fortiori en 4, il faut prendre en compte l'ensemble de la pente sur laquelle on évolue, et en particulier les pentes qui dominent l'itinéraire. Alors, cette représentation graphique permet de peut-être visualiser plus finement les méthodes de réduction. Déjà la méthode de réduction pour débutants et la méthode de réduction élémentaire, en tenant compte de la progressivité du danger. Donc l'abscisse en bas représentant les degrés de danger, on voit cette progression géométrique, on voit que la plage de danger est plus grande avec un danger 3. En ordonnée, on va avoir l'inclinaison de la pente. Le trait noir montre la limite que les débutants ne devraient pas franchir dans leur préparation pour gérer sur le terrain une situation avalancheuse à leur portée. Les pointillés, là, nous indiquent la limite de la méthode de réduction élémentaire, c'est-à-dire la limite sous laquelle un amateur de sport de neige devrait demeurer pour rester dans un risque acceptable, ce risque n'étant évidemment jamais nul. L'intérêt de cette représentation, c'est qu'elle permet de visualiser peut-être plus finement le danger pour éviter l'effet d'escalier que l'on pourrait avoir en appliquant un peu bêtement la méthode de réduction élémentaire. Ça permet aussi de prendre en compte la largeur de la plage que recouvre un danger 3. Entre un danger 3 bien mûr, c'est-à-dire par exemple un lendemain de danger 4, quand on bascule en danger 3, eh bien on va plutôt à droite du schéma. Donc ça veut dire que dans le 35 degrés, on peut être déjà dans le rouge. Alors que si on est dans une situation de danger 3, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a eu danger 3, il y a eu déjà un cycle de regel, dégel, etc. Bon, on va pouvoir se considérer comme on est plutôt sur la gauche, et donc on sera plus facilement dans du vert en fonction de l'inclinaison de la pente. Alors à partir de cette représentation graphique du danger là, que vient de vous montrer Philippe, on a réalisé cette figure représentant tous les accidents ayant causé au moins 2 décès entre mars 2002 et mai 2019 dans les massifs français. On y a ajouté aussi les accidents à l'origine d'un décès survenu au cours de la saison 2017-2018.
Et au cours de cette période, l'ANENA, donc l'Association pour l'étude de la neige et des avalanches, a recensé 76 événements avec un bilan comme celui-là. Alors nous, on s'est plongé dans les archives, on a recoupé avec les informations de la presse, des sites communautaires ou des sites spécialisés, avec nos propres informations recueillies dans certains cas sur le terrain. On a écarté les accidents sur lesquels on ne disposait pas de données fiables. Et on a pu déterminer avec suffisamment de précision la localisation et l'inclinaison de la zone de déclenchement pour 72 accidents. C'est l'axe vertical. On constate, qu'est-ce qu'on constate en regardant cette figure? Alors on constate déjà que 65 itinéraires sur 72 figuraient dans le rouge le jour de l'accident. Oui, alors il y a un petit défaut de couleur, hein. Normalement c'est rouge ce qui est violet, voilà, le jaune est plutôt orange et le vert est vert plus foncé. Voilà, c'est juste une histoire de vidéoprojecteur. 52 accidents se sont produits par danger marqué, degré 3. C'est un résultat qui confirme selon nous la sous-estimation de ce niveau de danger par les pratiquants. Et par rapport à la figure parue dans notre précédente édition de 2016, on note une augmentation des accidents dans les pentes inclinées à plus de 40, voire 45 degrés. Et cette tendance peut être s'expliquer par la banalisation de la pratique du ski de pente raide qui n'épargne pas les skieurs, contrairement parfois à une idée répandue. Alors ce qui nous frappe, nous, d'emblée, devant ce graphique, c'est le caractère prévisible de la plupart des accidents. Et il faut bien reconnaître que ce travail sur les accidents a renforcé notre conviction qu'une plus grande diffusion et un usage plus répandu de la méthode de réduction élémentaire permettrait d'éviter de nombreux accidents. Alors jusqu'à l'hiver dernier, on disposait de deux outils principaux pour analyser le risque et prendre des décisions à la maison puis sur le terrain, la grille d'analyse 3x3 et les méthodes de réduction avec leur représentation graphique sur laquelle on reportait nos objectifs pour voir s'ils se trouvaient dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors depuis cet hiver, depuis le 3 décembre dernier, deux nouvelles applications s'ajoutent maintenant à notre trousse à outils. Ces applications s'appellent Yeti et Ski to Run Guru. Elles vont nous permettre de visualiser les secteurs et les pentes à risque lors de la préparation de course, la veille à la maison. Alors voyons d'abord comment elles fonctionnent, et puis ensuite on les utilisera avec un exemple concret de préparation puis de conduite de course. Alors commençons par l'application Yeti. L'objectif principal de celle-ci consiste à représenter sur une carte à grande échelle, un fond ou un 25 millième, les pentes les plus à risque à partir du bulletin neige et avalanche du jour dans le massif concerné. En permettant de distinguer d'un coup d'œil les pentes à risque, Yeti vise à faciliter la comparaison de plusieurs itinéraires, puis l'identification des passages clés, des points de décision et des options de repli. L'application s'appuie sur les informations du bulletin d'avalanche de Météo France et l'évaluation automatisée de l'inclinaison et de l'orientation des pentes sur les modèles numériques de terrain, de l'IGN, et enfin sur les méthodes de réduction du risque. Alors pour préparer une sortie, il faut se rendre sur le site Camp to Camp. On accède à Yeti sur la page d'accueil du Topo Guide, donc ici, ou directement dans les itinéraires de sport de neige, ici. La fenêtre située en haut à gauche là, sur la carte permet de choisir un massif. Alors, on va choisir son massif ici. On peut ensuite zoomer avec le bouton qui permet de zoomer pour grossir à l'échelle qui nous intéresse le plus. On vous conseille d'opter pour un fond de carte plus précis, et en particulier le 1,25 millième, parce que par défaut, en fait, c'est un fond de carte assez imprécis qui se présente à vous. C'est pour des questions de droit, en fait. Voilà, je pourrais rentrer en détail. Donc il vaut mieux aller chercher sa carte classique IGN. Donc ça s'appelle IGN Maps sur l'application. En cliquant sur le bouton donc, qui est situé en bas à gauche. Il est très utile aussi d'afficher les cartes de pente en cochant la case pente IGN. On a aussi un mode plein écran qui est disponible sous le bouton de zoom ici. Là. Voilà. Alors dans la colonne de gauche, il faut maintenant choisir une méthode de réduction. Donc vous avez le choix entre trois méthodes en fonction de la marge de sécurité et de complexité de l'analyse souhaitée. Vous avez la méthode de réduction débutant, vous avez déjà présenté, la méthode de réduction élémentaire et une méthode expert appelée méthode de réduction professionnelle. Sur cet exemple situé dans le Beaufortain, au-dessus d'Arèche, nous avons choisi la méthode de réduction débutant.
ici. Donc le schéma en dessous va nous rappeler les recommandations de cette méthode. Donc par danger limité, on renonce aux pentes supérieures à 35 degrés, etc. Alors ensuite, avec le menu déroulant, on va entrer manuellement l'indice chiffré. Peut-être on est un peu vite, on est passé voilà. Dans l'indice chiffré du bulletin, on va aller chercher l'indice chiffré. Voilà. Ce jour-là, le bulletin indique des niveaux de danger différents à partir de l'altitude 1800 mètres, pardon, excusez-moi. Donc là, on peut choisir, on choisit le bulletin. Ensuite, on va choisir ici l'altitude limite qui est donnée dans le bulletin. Donc on a par exemple un danger 2 en dessous et un danger 3 au-dessus. Voilà ce qui est le plus fréquent. Parfois, ça peut être 1 et 2 ou 3 et 4. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton calculer le risque pour voir apparaître les zones dangereuses sur la carte. Alors ces zones dangereuses à éviter apparaissent en bleu clair. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite de la carte. Alors on constate que les possibilités sont limitées avec des débutants avec ce niveau de danger dans ce type de relief. À partir du danger 3, vous vous souvenez, il faut prendre en compte les pentes colorées qui dominent l'itinéraire. Pour ceux qui connaissent un peu, ici, au départ de l'Adret, il reste la côte 2000 qui, avec des débutants, est une balade tout à fait sympathique. On a aussi la possibilité de varier la densité de la couche colorée avec le curseur de droite. Parce que là, de dire c'est tout bleu, on n'y voit rien, on peut jouer là-dessus, ça s'améliore. Ici, il est au maximum, mais on peut baisser l'intensité jusqu'à la faire disparaître la couche d'estompage bleu. Alors si on est plus expérimenté et prêt à accepter une marge de sécurité plus faible, on va choisir la méthode de réduction élémentaire. Donc en cliquant ici, on a alors la possibilité de mentionner les secteurs les plus dangereux en reportant les informations de la Rose des vents du bulletin de Météo France. Donc voilà, là. Pour cet exemple, on a choisi le secteur nord. Bon, c'est assez classique, souvent les bulletins nous montrent ce secteur comme le plus dangereux. Et enfin, on lance l'évaluation cartographique du risque. Ici, là-haut, voilà. Voilà, alors les pentes dangereuses apparaissent en bleu clair et bleu foncé. Les secteurs en bleu foncé sont ceux, en fait, dont les orientations ont été signalées comme plus critiques par la Rose des vents de Météo France. On pourra y revenir, si vous voulez, dans le débat. On peut retrouver la légende sur le bouton en haut à droite, toujours, ce qui nous éclaire si jamais on a oublié. Et on constate que les possibilités de course augmentent, notamment dans le secteur de roche plane. Mais avec une marge de sécurité, il faut en avoir conscience, plus réduite, puisqu'on est dans une méthode de réduction élémentaire. Alors les plus expérimentés, prêts à se rapprocher des limites et à gérer des situations plus complexes sur le terrain, pourront choisir la méthode de réduction professionnelle, aussi appelée MRP. Alors retenez qu'avec cette méthode, le niveau de danger annoncé par Météo France devient un potentiel de danger, que l'on peut faire varier en fonction des conditions. Par exemple, par un danger 3, le potentiel de danger est automatiquement de 8. Mais si la veille on était en danger 4, on peut considérer que les conditions n'ont pas radicalement changé depuis. Le potentiel de danger, là, il est peut-être probablement plus près de 10 ou 12. Alors il existe des outils pour affiner le niveau de danger localement, dont on pourra reparler si vous le souhaitez tout à l'heure pendant les questions. On doit ensuite renseigner manuellement si on envisage un manteau neigeux mouillé par le soleil ou la pluie. Donc c'est ici. Ça c'est intéressant notamment au printemps pour connaître l'évolution du danger avec le réchauffement dans la journée. Et enfin, on doit renseigner quelques informations sur la taille du groupe et les mesures de précaution envisagées. Par exemple, ici, on choisit un petit groupe de moins de 4 personnes qui prendra des distances. Voilà. Et ensuite, on va calculer de nouveau le risque là-haut. Alors la couleur nous renseigne sur le risque résiduel des pentes. Pas d'estompage de couleur, c'est qu'on est dans un risque résiduel qui est inférieur à 1, le risque socialement acceptable, un risque faible, relativement sûr en l'absence d'autres indicateurs de danger, et bien sûr à réévaluer sur le terrain. Attention aux pentes qui dominent à partir du danger 3, qui dominent l'itinéraire projeté, notamment parce qu'on a un risque de déclenchement à distance. La couleur mauve nous donne un risque résiduel compris entre 1 et 1,5. Donc là, on a un risque qui est accru, des conditions nivologiques locales plus sûres que prévues ou une configuration du terrain favorable sont requises pour poursuivre sur cet itinéraire si on veut rester dans un risque acceptable. Les mesures de précaution devront être rigoureuses. Il faut toujours envisager les conséquences d'une avalanche, là aussi. La couleur violette, là, on est dans un risque résiduel qui est supérieur à 1,5.
Donc on a un risque élevé, mieux vaut renoncer à cette course, à moins d'indications locales, récentes, permettant de passer outre ces précautions. Donc là, ça montrait la légende, et on voit bien qu'avec cette méthode, le champ des possibles a augmenté. Là, il y a tout le secteur du Mirantin, de grandes journées qui s'est quand même ouvert, et pour quelqu'un qui est capable de faire une trace optimum, le champ des possibles est plus large. Alors voyons maintenant l'application Ski to Run Guru. L'objectif de cette application, c'est de proposer aux randonneurs une évaluation globale du risque sur une collection d'itinéraires numérisés, puis une évaluation de chaque portion de l'itinéraire en faisant apparaître le niveau de risque sur son tracé. Cette évaluation, elle est réalisée chaque jour en fonction des données du bulletin d'avalanche. Donc cette application Ski to Run Guru existe en Suisse depuis 2014 et analyse 2 fois par jour 1200 itinéraires pour ce pays. En France, Ski to Run Guru fonctionne donc depuis décembre dernier sur les massifs de Beldon, de la Lausière et du Beaufortin, avec environ 300 courses numérisées. Alors sur la gauche de l'écran, vous retrouvez les courses classées en 3 niveaux de risque pour faire un premier tri. On a les itinéraires verts, avec un risque faible, itinéraires relativement sûrs en l'absence d'autres indices de danger sur le terrain, les itinéraires orange, avec un risque accru, attention prudence, formation et expérience sont nécessaires afin de pouvoir adopter une attitude défensive en prenant des mesures de précaution pour réduire le risque. Enfin, on a des itinéraires rouges. Là, on a un risque élevé, mieux vaut renoncer à ce type de course. Il est possible de restreindre la recherche d'itinéraire en sélectionnant des critères dans le secteur en haut à gauche. Vous pouvez choisir aussi un itinéraire directement sur la carte en cliquant sur un tracé gris ou sur un triangle de couleur qui vous rappelle le niveau de risque pour l'ensemble de la course. Vous pouvez aussi agrandir l'échelle de la carte grâce au bouton dans le coin supérieur à gauche de l'écran et choisir le fond de carte qui vous intéresse. Et qui convient mieux grâce au bouton supérieur droit, en fait. Cliquez là, ça ouvre une fenêtre et là vous pouvez choisir le type de carte. Voilà. Là on va prendre IGN Topomap par exemple pour la France. Alors quand on a choisi une course, ici le Grand Arc en Lausière, on retrouve à gauche de l'écran un certain nombre d'informations utiles, dont l'indicateur de danger global de la course, ici de couleur orange, et en dessous les principales informations du bulletin d'avalanche de Météo France, auquel on peut accéder par un clic qui renvoie vers le site de Météo France. Alors ce jour-là, dans cet exemple-là, on avait un danger de niveau 2 avec un secteur de danger accru au sud et dans un étroit triangle nord. On peut aussi choisir de nouveaux fonds de carte avec les pentes par exemple. Vous voyez ici IGN Slope, vous pouvez cliquer. Là pour meilleure clarté, on ne les a pas affichés, mais vous pouvez faire le choix de le cliquer. Alors le tracé permet de visualiser facilement le niveau de risque sur les différentes portions de l'itinéraire. On a du vert au début, un peu de orange, de nouveau du vert, du orange, un passage tout à fait identifié en rouge. Les passages clés les plus problématiques sont matérialisés par des cercles gris. Vous avez ici donc un cercle gris désigne un terrain avalancheux, 2 anneaux gris de cercle gris signalent un terrain avalancheux marqué, donc là on n'en a pas sur cet exemple-là, et 3 cercles gris soulignent un terrain avalancheux typique. Donc vous voyez que dès la veille à la maison, en fonction des informations dont vous disposez, vous avez déjà identifié les endroits où il va falloir être particulièrement précautionneux, vigilant, peut-être penser à un renoncement, etc. Alors l'algorithme de Ski to Run Guru fonctionne avec la méthode de réduction quantitative. La MRQ, c'est un peu le stade le plus développé des méthodes de réduction. Et celle-ci repose sur en fait un traitement de données de masse. Gunther Schmuldar qui a mis au point la méthode de réduction quantitative, c'est basé sur 50 000 km de traces GPS, sur 1700 accidents d'avalanche, c'est même 1800 aujourd'hui, impliquant des personnes, et sur 4600 bulletins d'avalanche. Donc l'algorithme prend en compte toutes les données toutes ces données-là. Et donc ces données, l'intérêt c'est qu'elles assurent à la MRQ une assise statistique très solide pour déterminer la probabilité qu'une avalanche se déclenche sur un terrain donné et dans des conditions données. En Suisse, on verra la question de la transposition en France qui est en soi une question. Alors sans rentrer dans les détails de l'algorithme, il faut savoir qu'il intègre de manière très sophistiquée tous les éléments du bulletin d'avalanche pour établir un indicateur de danger.
puis les éléments des modèles numériques de terrain, alors qui prend en compte non seulement l'inclinaison et l'orientation de la pente, comme les méthodes qu'on vous a montrées dans Yeti, mais dans la MRQ, ça va prendre aussi la proximité, ça va prendre en compte la proximité des arêtes, la densité du couvert forestier et la dangerosité des pentes qui dominent l'itinéraire. Donc le résultat de tout ce calcul donne une carte de risque dynamique. On a matérialisé ici, alors cette carte elle n'est pas publiée, mais elle va permettre de définir un indicateur de risque sur chaque point du terrain pour tous les itinéraires qui ont été numérisés, puis un indicateur global de risque sur tout l'itinéraire. Bon alors, j'imagine que pour certains tout ça paraît un peu geek, un peu trop peut-être théorique. Pour mieux comprendre l'apport de ces outils, on va prendre ensemble un exemple de gestion de course avec un week-end en Beldon que nous avons passé avec les concepteurs de ces deux applications, donc Jacques et Gunther. Alors le contexte, on était à la veille du dernier week-end de l'hiver 2019. On avait eu 5 journées agrémentées de chutes de neige de suite et le bulletin avalanche pour la journée du vendredi 15 mars nous interpelle en concluant par un danger de niveau 4. Alors le bulletin il précise notamment que le redoux et la pluie jusqu'à 1800 mètres vont humidifier le manteau neigeux, tandis qu'à plus haute altitude, le vent de nord à nord-ouest va créer de fortes accumulations et de nombreuses plaques aux abords des crêtes. Alors, bon, le vendredi, on avait prévu de rester à bosser dans le confort du gîte, donc ça tombait bien. En revanche, la recherche d'itinéraires raisonnables pour le samedi et le dimanche s'avérait ardue. Comment trouver 2 belles sorties depuis le fond de France pour faire découvrir ce massif à nos amis dans une telle configuration? Alors, nous allons commencer par la grille 3x3, en analysant successivement les conditions, le terrain, le groupe, d'abord la veille de la course, puis durant l'approche et dans les bandes clés. Donc pendant tout cet exemple, là, on va suivre le 3x3, vous retrouvez avec les petites icônes là, en haut à gauche pour savoir où on se situe. Alors, par chance, cette crue avalancheuse s'annonce de courte durée. Dès le vendredi à 16 h, le nouveau bulletin ramène le niveau de danger pour le lendemain à 3 au-dessus de 2003 et 2 évoluant en 3 au-dessous de cette altitude. Il précise notamment: le risque accidentel est assez marqué au passage de skieurs, notamment à l'abord des crêtes et sommets, cassure potentielle de 30 à 80 cm, plaque friable. Il est conseillé de faire attention également au risque d'avalanche spontanée dans les versants exposés au soleil. Alors l'isotherme doit quant à lui remonter jusqu'à 3500 mètres d'altitude le samedi 16 mars. La dernière chute de neige du jeudi a atteint en réalité 30 cm et il a plu jusqu'à 1800 mètres environ. Voilà pour les conditions. Regardons maintenant le terrain. Alors la recherche d'un itinéraire sûr par danger de niveau 3 n'est pas forcément simple en Beldon, qui est un massif avec des pentes qui sont soutenues. Nous envisageons de visiter le vallon de la Petite Valloire, sous les pointes de la porte d'église, en partant du hameau de Grand-Thierrose, au lieu dit du Mer d'Arrêt. Alors le col de la porte d'église est à 2526 mètres. Il représente une course classique au départ du Mer d'Arrêt. Elle est cotée 2.3 dans le toponeige Beldon, avec 1430 mètres de dénivelé positif et une pente terminale de 35 degrés sur 100 mètres. Alors la partie basse de l'itinéraire qui suit le sentier d'été en forêt par les chalets de la Petite Valloire ne présente pas de danger particulier. Pour rejoindre le lac des Naves, il faut franchir un premier verrou dont les pentes titillent 30 degrés, voire dépassent les 35 par endroit. La carte des pentes sur le géoportail confirme la raideur terminale, mais indique aussi que les pentes dépassent déjà les 35 degrés à partir de 2200 mètres. Dès le lac de Naves, elles sont en plus dominées par des pentes encore plus raides. Alors sur la carte, on va déterminer mentalement, ou éventuellement avec un crayon, les points clés de l'itinéraire et les points de décision. Alors on va voir d'abord le départ, hein. C'est l'occasion de voir si tout le monde est en forme, tout le monde a bien passé la nuit, si tout le monde a son DVR, etc. Ensuite, on va voir sous le verrou, savoir comment se présente le verrou sur le terrain. On a vu que sur la carte, c'était un peu plus pentu, donc il faut faire attention. Ensuite, on va avoir un point de décision au lac de Naves. Est-ce qu'on fait la course du col? Est-ce qu'on va plutôt sur la crête dans les pentes sud? Ou est-ce qu'on va s'arrêter au dôme qui a l'air sympathique, qui est dessus? Enfin, ce dernier dôme, si on envisage la course du col, va être le dernier moment où on va décider est-ce qu'on va finalement jusqu'au col ou est-ce qu'on s'arrête là.
voyons maintenant le groupe. Ce groupe, ce jour-là, il réunit 5 hommes qui ont parfois largement dépassé la quarantaine, il faut bien le dire. On a pas mal baroudé à ski. On présente le profil type du groupe d'experts, bon, toujours avec des guillemets, hein, qui peut prendre de mauvaises décisions s'il n'intègre pas cette dimension dans ses jugements. L'objectif pour nous, là, c'est de passer 2 belles journées pour faire découvrir le massif aux 3 participants qui ne sont pas de la région. Évidemment, vu qu'on est avec les concepteurs des applis, c'est de confronter les données de l'ordinateur à celles du terrain. Alors, pour la gestion de groupe, on vous a dit, c'est important d'avoir désigné un responsable. Ce jour-là, on a désigné Olivier comme responsable, c'est lui qui avait organisé la sortie. Donc c'est lui qui décidera en dernier ressort. Pour autant, c'est démocratique, on en discute, mais c'est important d'avoir désigné quelqu'un qui sera le décideur en dernier ressort. À ce stade de la préparation, on va pouvoir reporter sur la représentation graphique nos principaux objectifs. On voit que ceux qui sont situés en dessous de 2300 mètres semblent réalisables, y compris avec des débutants. Il faut toutefois tenir compte du réchauffement qui est attendu à la mi-journée. Les objectifs comme la crête au-dessus du lac de Naves ou le dôme sont dans le vert le matin, mais ils basculent dans l'orange ou à la limite du orange avec l'évolution à la mi-journée vers un danger 3, y compris au-dessous de 2300 mètres. Donc si on prend en compte les pentes qui dominent le col de la porte de l'église, la fin de l'itinéraire n'est pas un objectif raisonnable, il est clairement dans le rouge. Ce jour-là, évidemment. Alors voyons ce que nous apportent à ce stade les outils de préparation qu'on vous a présentés là juste précédemment. Alors avec Yeti, méthode de réduction élémentaire, ça permet de voir très rapidement que les pentes terminales du col avec la surcharge bleue sont trop exposées ce jour-là. Les rares zones bleues du vallon laissent penser en revanche que des objectifs alternatifs ne posent pas de problème de chaque côté du lac de Naves. On a la crête située vers 2240 mètres au nord et le petit dôme situé à 2221 mètres au sud-est, voire même un peu plus haut. En tout cas, toujours à distance des plus grandes pentes. Alors, attention quand même principalement à 2 choses. Le danger de niveau 3, les pentes qui nous dominent doivent être prises en compte dans le choix de l'itinéraire. Et nous appliquons ici la méthode de réduction élémentaire. On reste dans des pentes inférieures à 35 degrés par danger 3. Cette méthode qui s'adresse à des skieurs qui sont avertis déjà. Alors Yeti, couplé avec la méthode de réduction pour experts, la MRP, permet de se donner une marge de manœuvre supplémentaire. Donc là, on a retenu un potentiel de danger de 10 plutôt que 8, car la veille, rappelez-vous, on était en danger 4, donc avec un potentiel de 16. Alors les 2 objectifs là, ils apparaissent toujours envisageables sur Yeti MRP, en restant à distance des grandes pentes chargées de neige. Le couloir terminal n'est plus coloré en mauve ou en violet, mais on doit tenir compte des pentes qui dominent ce couloir terminal, en cas de déclenchement à distance en particulier. Ces pentes sont imposantes, elles sont sans doute plus à craindre qu'une coulée dans le couloir lui-même. Dès la préparation, la veille à la maison, là on est encore à la maison la veille, enfin au gîte, on se dit que les dernières pentes du col de porte sont critiques. Il faudra sans doute envisager un renoncement ou accepter de prendre un risque important si on veut y aller quand même. Alors voyons maintenant la même préparation avec Ski Tour Gourou. Cette fois, on ne raisonne plus sur des zones, mais sur un itinéraire tracé qui a été établi non seulement à partir des topoguides, mais aussi de la pratique que l'on retrouve grâce aux traces GPS laissées par les pratiquants, là qu'on démontre, etc., et qui les rentrent sur des sites. Alors, vous voyez le triangle rouge, l'indicateur global nous donne un risque élevé. Si on tient à suivre un itinéraire connu et répertorié jusqu'à son but, il convient de choisir une autre course. En revanche, en regardant un peu plus finement, la coloration de l'itinéraire nous permet de voir que l'essentiel du danger est situé dans la dernière partie. On peut donc très bien suivre l'itinéraire et faire demi-tour avant d'arriver dans le rouge. Alors il faudra faire attention tout de même à la sortie du verrou, qui apparaît aussi en rouge, très localement sur l'itinéraire habituel, qui n'est peut-être pas le plus sûr. La carte des pentes laisse penser qu'on peut contourner en tout cas cette difficulté plutôt par le nord. Comme la méthode de réduction quantitative intègre les inclinaisons des pentes dans l'environnement autour de la localisation du skieur, on peut prudemment penser que le point 2221 peut constituer un bel objectif alternatif à l'écart des coulées potentielles. Bon, allons sur le terrain. Une fois sur le terrain, le samedi matin, les algorithmes ne sont plus guère utiles et ne peuvent remplacer les observations directes.
On garde toutefois en tête les éléments qu'ils ont mis en lumière pour localiser les principaux dangers, ainsi que les points de décision. Donc on continue, on reprend notre 3-3 pendant l'approche. Donc au niveau des conditions, après le redout de la veille, un vent de nord-ouest a chassé les nuages durant la nuit et a permis un regel au moins en surface. Le temps semble au beau fixe, mais il ne fait pas très froid, un peu comme en ce moment, et on enlève vite les premières couches de vêtements. Dans une clairière située vers 1680 mètres d'altitude, on observe des traces très explicites de la pluie tombée la veille. Là, c'est l'image que vous avez à gauche. Et plus haut, vers 2100 mètres, on enfonce beaucoup à pied. On est déjà dans un danger 3. Là. Alors, le terrain est conforme à la carte. Hein, au-dessus du lac, les pentes raides ont connu des épisodes avalancheux probablement la veille, puisqu'on voit qu'ils sont recouverts d'une petite couche de neige. On les voit bien sur la photo, donc bien à gauche. Et sur le terrain, alors on va surtout repérer l'itinéraire. Il est intéressant de reporter les pentes que l'on a pu identifier sur la carte, sur le terrain, voir ce qu'on avait sur la carte sur le terrain. Il y a tout un jeu, toujours évidemment, du randonneur entre la carte et le terrain. Voire de mesurer les pentes sur le terrain. Si on a un doute, ce que nous avons fait dans le verrou, où là on s'est aperçu qu'on était juste en limite de 30 degrés. Faisons maintenant apparaître dans les pentes terminales du col les pentes à plus de 30 degrés. Alors là, ça va être plus intéressant. On voit que l'itinéraire, donc voilà déjà l'itinéraire vers le col, on voit qu'il y a des gens dedans, hein, et on voit que l'itinéraire coupe beaucoup de pentes qui sont supérieures à 30 degrés, et qui coupe aussi des pentes qui sont supérieures à plus de 35 degrés, vous voyez, dans la fin de l'itinéraire. Et tout ça dans un contexte où l'ensemble de l'itinéraire est dominé par des pentes à plus de 40 degrés, voire 45 degrés. Donc on a vu les conditions, on a vu le terrain, voyons maintenant le groupe là, pendant cette phase d'approche. Donc évidemment, on n'a pas oublié de tester les DVA au début. Attention aussi à ne pas perdre trop de temps, à se faire piéger par le réchauffement attendu l'après-midi. Attention aussi à ne pas trop miser sur les autres pour prendre des décisions et à ne pas se laisser entraîner par les deux autres groupes qui non seulement se sont lancés dans des pentes dangereuses, mais se sont trompés d'itinéraire en allant dans les pentes les plus évidentes, mais les plus raides et les plus exposées. Ah, ça, c'est un cas qui est relativement courant, si tu peux passer, où on a finalement un premier groupe qui se trompe et il y a deux groupes derrière qui vont suivre. Alors, finalement, avons-nous bien fait de renoncer aux pentes terminales menant au col de la porte de l'église? Alors, on va revenir aussi sur l'erreur d'itinéraire et le risque pris par les autres groupes. Alors, on voit un premier groupe là, de 4 personnes. Alors, on remarque qu'au départ, là, ils sont groupés, il n'y a pas de distance de délestage, encore moins de sécurité. Puis, on voit un autre groupe de 2 personnes, là aussi sans distance. On voit les traces des coulées probablement de la veille. On voit il y a les 3 traces qu'on voyait tout à l'heure un peu plus zoomées. Donc là, on va voir l'itinéraire suivi par les 2 groupes qui sont devant et qui va se terminer donc dans la dernière pente qui est légèrement cachée sur la fin. Et on va voir notre itinéraire en vert qui suit la voie normale et notre sommet, ce petit dôme, qui évite le danger. En orange, on voit la suite de la voie normale. Voilà, alors maintenant c'est intéressant de reporter les pentes sur ces photos, ce qui n'est pas toujours évident, ça demande une certaine habitude de savoir quelles sont les pentes qui correspondent à la carte. En reportant d'abord les pentes à 30 degrés, on voit bien que l'itinéraire qui a été suivi coupe beaucoup de pentes, donc s'expose pendant longtemps dans les pentes supérieures à 30 degrés, mais on va dire on est par danger 3, c'est jouable. Simplement, attention, maintenant on va reporter les pentes à 35 degrés, là on voit que ces 2 groupes vont couper des pentes, et pendant longtemps des pentes à 35 degrés. Et voyons, en reportant maintenant les pentes qui sont supérieures à 40 degrés, et donc vous partez d'aller au-delà, bien au-delà, et là on voit que tout l'itinéraire est dominé par des pentes qui sont largement supérieures à 40 degrés. Alors visuellement, maintenant nous sommes donc dans le 3-3 dans la pente, hein, ici dans la 3e phase du 3-3. Donc les conditions, elles semblent être celles du bulletin, avec même une fragilité de surface ici. Pour l'occasion, on se donne la peine d'aller un peu plus loin avec un test réalisé dans une très courte pente, orientée nord-ouest et inclinée à environ 30 degrés.
Il nous donne quelques indications de la forte fragilité du manteau neigeux à cet endroit. Et là, on déclenche tout de suite un bloc. Le danger, il est très clairement de niveau 3. Donc ça, on ne le fait pas à chaque fois, hein, on est bien d'accord. Mais là, c'était intéressant. On voulait confronter les algorithmes. Donc on a fait ce test. Le terrain, lui, confirme pleinement les indications de Ski2Run Guru et Yeti, tant dans l'identification des zones dangereuses que dans la recherche d'autres solutions. Nos deux objectifs permettent de rester dans des pentes agréables à skier et en tout cas beaucoup moins dangereuses que la fin de l'itinéraire classique. Alors même si l'itinéraire de la porte d'église, de l'église est désormais tracé, même s'il n'y a pas eu de coulée, notre groupe renonce à gravir ce col. A priori, tous les skieurs qui ont fait ce col ce jour-là sont revenus, ils étaient heureux, ils ont passé une belle journée, ignorant probablement l'essentiel du risque qu'ils ont encouru. Pour notre part, nous sommes allés sur la crête d'abord, puis après une première descente, nous avons rejoint le dernier dôme, encore suffisamment éloigné des grandes pentes. Au total, en fait, on aura fait quasiment le même dénivelé, dans une poudreuse de rêve non tracée, puisqu'il n'y avait pas de groupe devant nous dans cet itinéraire-là. Simplement, en descendant à hauteur des chalets, température et soleil ont déjà ouvré, cela devient plus difficile à skier, mais ce réchauffement est intéressant parce qu'il nous donne une bonne indication pour la course du lendemain. Alors le deuxième jour, on aimerait bien visiter les 7 lots, qui est l'un, pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'un des joyaux du Nord-Beldon. Alors là, je veux parler des 7 lacs, hein, pas de la station des 7 lots. Donc là, si le bulletin maintient un niveau de danger 3 au-dessus de 2200 mètres et niveau 2 en dessous, il a pris en compte un manteau neigeux en voie de consolidation par regel. Les départs spontanés, peu probables le matin, sont possibles ensuite, avec des coulées d'avalanche de neige humide en pente sud. Il faudra se méfier des abords des crêtes et sommets avec des ruptures de plaques pouvant prendre parfois une grande extension. Enfin, on attend une dégradation du temps l'après-midi, donc il faudra prévoir de partir tôt et puis avec un retour à la mi-journée. Alors pour comprendre comment se stabilise la neige, alors de façon un peu schématique, mais ça va nous aider, suivons ce petit schéma qui montre les effets de l'évolution de la température sur la stabilité. Avec la succession de réchauffement et de regel, depuis jeudi, on serait plutôt dans le scénario 2 de ce schéma, en tout cas en dessous de 2300 mètres. La nouvelle rubrique du bulletin, qui est intéressante, là, qui est récente, sur les conditions niveau météo des 7 derniers jours, en bas à droite, là, confirme notre impression. Il a fait chaud le vendredi et très chaud le samedi après-midi. L'isotherme 0 degré est monté jusqu'à 3500 mètres. Ce qui a entraîné une fonte en profondeur du manteau neigeux, délétère en termes de stabilité. La balise automatique de l'Aigleton, qui n'est pas très loin, donc les balises automatiques, c'est les balises automatiques de Météo France, il y en a une à l'Aigleton, ce col de l'Aigleton, c'est juste de l'autre côté des 7 lots. Elle a enregistré ce réchauffement, voilà la balise, et voilà le réchauffement où on est dans le rouge. Alors, mais cette capture d'écran est intéressante parce qu'elle a été faite au moment où on préparait la course du dimanche, et à ce moment-là, on voit que déjà le regel est amorcé. Voilà, on voit qu'on repointe un tout petit bout de bleu, ça veut dire que le regel est amorcé et il va probablement être encore plus important, car la nuit s'annonce découverte, donc on peut s'attendre à un fort regel par rayonnement et donc à une stabilisation du manteau neigeux. On peut dire là, à la lumière des informations qu'on peut réunir, que le danger n'est plus tout à fait le même que celui de la veille. Alors on va passer directement à la préparation intégrant les conditions avec Yeti MRE, méthode de réduction élémentaire. Donc l'accès aux 7 lots par le nord présente un ancien verrou glaciaire raide entre 1008 et 1900 mètres, c'est-à-dire dans une zone où le niveau de danger devrait être de 2. Puis sur l'itinéraire habituel, à l'est des lacs, on voit des pentes suspectes. Les sorties par le haut du vallon sont dans un secteur de niveau 3 et assez raide, notamment celle que nous envisageons par le col du Mouchillon à 2460 mètres d'altitude, en particulier dans son versant nord. Ces pentes proches de l'itinéraire ou qui le dominent retiennent notre attention, car certaines dépassent les 35 et même largement. Voilà. La visualisation du secteur avec la méthode de réduction élémentaire permet d'identifier les 3 points clés, ces 3 points clés qu'on vient de vous donner, et les 3 points de décision. Donc d'abord avant le verrou,
contourner la partie qui est un peu inquiétante en passant plus au sud, et le col où l'on décidera de s'engager dans la descente nord, ou on décidera de ne pas s'engager dans la descente nord. Il faudra être très attentif sur le terrain et sans doute prendre des mesures de précaution, voire renoncer et faire demi-tour, même si la zone bleue laisse des passages, semble laisser de quoi descendre. On doit tenir compte d'un danger de niveau 3 à l'altitude du col de Mouchillon, et donc des pentes qui dominent les secteurs où nous comptons passer à la descente. D'où l'attention particulière. Alors l'application Ski to Run Guru range l'itinéraire qu'on projette en risque accru de couleur orange pour la montée comme pour la descente, avec un indicateur de risque un peu supérieur pour la descente. Alors à la montée, on retrouve nos 3 passages clés, avec toujours le second évitable. L'itinéraire indiqué est celui le plus fréquenté sur la foi des traces GPS. Mais on voit que dans certains cas, on peut passer ailleurs. C'est vrai déjà sous le verrou, puis au niveau du lac de Lille, en passant entre les 2 grands lacs. La course étant globalement orange, les secteurs rouges sont relativement limités. La stabilisation du manteau neigeux entre la veille et la nuit nous paraît favorable à la poursuite du projet. Donc on ne s'arrête pas simplement aux couleurs, on prend en compte d'autres éléments qui sont à notre disposition, tout en restant attentif aux conditions que l'on va rencontrer sur le terrain. On voit bien que la zone la plus critique, elle est sous le col, au début de la descente. Si les conditions s'avèrent plus mauvaises que prévu, il faudra faire demi-tour et faire ce col en aller-retour, voire, si les conditions sont encore plus mauvaises, rebrousser chemin dès le verrou vers 1800 mètres. Alors deux mots sur le groupe, rapidement. La première journée de la veille, elle a permis de le vérifier, tout le monde est en forme, la motivation paraît forte pour aller un peu plus loin, plus haut, mais jusqu'où? Notre ambition, c'est vrai, c'est de comparer les données rationalisées grâce aux algorithmes au terrain, qui lui est toujours forcément un peu différent, plus complexe. Pour cela, on est prêt à s'approcher davantage des limites, mais bon, en essayant de ne pas les franchir. Alors au petit matin, on va mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre l'altitude de l'isotherme et celle du Rogel. Un ciel bien dégagé et un vent du nord ont permis un fort rayonnement et un bon Rogel. Au sortir de la forêt, il était impossible de casser la croûte de neige tellement ça avait gelé en profondeur. Alors rapidement, au niveau du terrain, ça confirme notre raisonnement. Le Rogel a stabilisé le manteau en profondeur. On observe des coulées de la veille ou de l'avant-veille, mais là le risque principal devient davantage la glissade que l'avalanche. Le verrou, lui, s'avère plus facile à franchir par le torrent, peut-être un peu plus raide que le sentier d'été, comme nous le montrait Yeti, mais plus régulier. Alors le groupe échange, mais prend rapidement des décisions. Nous savons que les signaux favorables ce matin peuvent évoluer rapidement à la mi-journée, puisqu'on attend une dégradation à la mi-journée. Alors le Rogel nous permet de skier sur le lac de la Motte, que vous avez vu tout à l'heure. On n'est même pas passé entre les 2 lacs, on l'a carrément coupé pour contourner les pentes exposées au sud-ouest. Le coup de chaud de la veille a eu un peu moins d'effet vers 2300 mètres et on passe doucement d'une neige dure à une neige déjà plus tendre. Et les dernières conversions sous le col du Mouchillon s'effectuent avec des distances de délestage. Au col, la pause casse-croûte permet à chacun de prendre la parole et de dire ce qu'il pense de la suite. C'était le point le plus critique. Et à ce moment-là, il y a 2 skieurs qui arrivent de plus haut par des pentes exposées au nord et nettement plus soutenues que celles qu'on envisage. Ils enchaînent directement avec la descente sur le versant nord, juste avec un petit bonjour. Si plusieurs petites avalanches de la veille sont visibles, aucun déclenchement spontané de la matinée n'est observable, aucune coulée. On n'a pas de signaux d'alarme perceptibles, on n'a pas entendu le vouf, on n'a pas vu de petites coulées, petites ni grandes évidemment. Donc le versant semble suffisamment large, observé sur le terrain, pour permettre aussi d'éviter les pentes les plus raides et celles les plus exposées à une coulée pouvant venir de plus haut. Nous décidons donc de nous lancer dans le versant nord du col du Mouchillon, mais en prenant des mesures de précaution. Donc on va appliquer des distances de sécurité en descendant un par un et en nous attendant dans des zones protégées. Bon, évidemment, ça n'enlève absolument rien au plaisir d'une neige qui est encore très souple et douce et poudreuse dans le haut, un peu croûtée dans la zone intermédiaire, et comme c'est souvent le cas au moment du printemps, ensuite c'est une belle neige de printemps transformée vers le bas. Au total, nous avons passé un bon week-end, on a fait du bon ski, on n'a pas eu de stress, pas de frayeur,
Yeti comme Shitouren Guru nous ont permis d'affiner notre analyse du risque et d'adapter tant notre itinéraire que notre comportement aux dangers qu'on a pu rationaliser. L'ordinateur n'a pas décidé à notre place, mais nous a donné une mesure plus claire et plus précise des risques que nous avons bien sûr réévalués sur le terrain, ce qui nous a permis de les affronter, ces risques-là, en toute conscience. Voilà, merci de votre attention. Messieurs, bravo. C'est un numéro de haute voltige, bien réglé, clair, pour un sujet qui pourrait être un peu soporifique. Merci. Ça va pas être facile de prendre la parole après. C'est pour ça que je vais la laisser à Alexis, et qui va vous expliquer un petit peu, nous, notre point de vue au niveau de l'ENSA, ce qu'on enseigne. Et voilà. Bon, bonsoir à tous, merci pour votre présentation. J'ai pris quelques petites notes, hein, donc excusez-moi si de temps en temps je lis mon mémo sur le téléphone. En fait, sur votre présentation, je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. On a le même objectif, à savoir, nous on forme des guides, des moniteurs de ski ici à l'école. Et l'idée évidemment, c'est quand on est guide ou moniteur de ski, quand on a des clients, c'est d'abord de rentrer avec ses clients vivants dans la vallée, ensuite de passer par le sommet si possible, et de faire ça, on va dire, en bonne entente avec tout le monde. Donc cet objectif, on le partage. Sur la méthode 3x3 que vous avez présentée, qui est la base en fait de votre préparation, eh ben, c'est aussi quelque chose qu'on utilise de manière totalement extensive, à savoir que aucune de nos préparations de course ne s'effectue sans cette méthode qualitative qui permet d'évaluer les risques qui sont liés d'abord au facteur humain, qui est de loin le plus important. Je crois que c'est très bien dit dans votre livre. Vous passez peut-être, je sais pas, une quinzaine de pages sur le calcul et 200 pages sur les problèmes qui sont liés aux effets de groupe. Et puis ensuite, évidemment, à tout ce qui concerne l'itinéraire, et puis pour finir, aux conditions, niveau et météo. Donc là-dessus, c'est, on va dire encore une fois, l'entente cordiale. On a la même base de préparation sur la nivologie, à savoir l'étude systématique, fouillée, du bulletin d'estimation des risques d'avalanche, ou la capacité, vous ne l'avez pas évoqué, mais je sais que vous le faites aussi, la capacité de créer son propre bulletin local du risque d'avalanche, puisque c'est ce qui nous permet, entre autres, d'évaluer quel va être le risque ou quels vont être les risques principaux auxquels on va être soumis, s'il s'agit d'une situation de neige ventée, s'il s'agit d'une situation de neige nouvelle, s'il s'agit de couches fragiles, par exemple, à repérer. Alors, où on a un petit distinguo, c'est que vous faites une subdivision sur les degrés de pente entre 30, 35 et 40. La méthode qu'on utilise, nous, maintenant, qu'on a développée avec Alain Duclos depuis plusieurs années, c'est quelque chose pour laquelle on ne fait pas ces subdivisions-là, et où, en fait, on a une autre subdivision qui est 30 degrés, donc dans la pente au-delà de 30 degrés, au pied de cette pente, ou loin de ces pentes. Voilà. Et c'est avec ces trois subdivisions-là qu'on essaye de chercher des observables qui nous permettent à notre tour d'estimer le risque et de savoir s'il est plus prudent de renoncer ou bien de poursuivre. Alors, vous avez parlé aussi des mesures, des précautions, des distances de délestage. C'est quelque chose sur lequel on revient beaucoup. Mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on insiste dans le sens où le bulletin d'avalanche nous permet une préparation, je dirais, parce que ça vous donne l'idée du danger d'avalanche à l'échelle d'un massif. On ne peut pas, par contre, ramener ce danger à l'échelle de la pente, dans un même massif. Donc ce bulletin va être très utile pour chercher en premier lieu où aller, quels sont les secteurs favorables. Par contre, derrière, pour aller chercher la pente, rien ne va remplacer une observation locale, détaillée de la pente, des conditions nivologiques, et donc du coup de la capacité après à s'engager ou non dans cette pente. Donc cette distance de délestage, en fait, elle est fonction, c'est là où je voulais en arriver, la distance de délestage, elle est fonction en fait d'une question qui est clé, à savoir que lorsqu'on est au pied d'une pente et qu'on doit prendre des distances de délestage, la question est de savoir qu'est-ce qu'on risque, à savoir quelle est la taille d'une avalanche potentielle, quelles pourraient en être les conséquences,
C'est-à-dire, quelle longueur, quelle largeur, y aura-t-il des obstacles dans l'écoulement, est-ce qu'il y a des sauts de barre, est-ce qu'il y a des crevasses, etc. Et donc c'est à partir de là qu'on peut définir peut-être la distance la plus affinée possible pour se dire, on y va un par un, on prend 20 mètres, on prend 30 mètres, on prend 50 mètres, ou bien il devient tellement déraisonnable d'avoir des distances tellement grandes qu'on doit renoncer à franchir cette pente. Mais sur le principe, on est tout à fait d'accord, c'est quelque chose de très important. Donc du coup, dans la pente, notre problème, c'est plus vraiment le degré de danger général du bulletin, c'est de savoir si dans cette pente, il peut y avoir une avalanche et quelles en sont, dans ce cas-là, les conséquences. Et donc de savoir si on peut s'y engager raisonnablement ou pas. Okay. Du coup, j'ai trouvé votre présentation de ces deux applications extrêmement intéressantes et ça m'intéresserait beaucoup, moi par exemple, de confronter les opinions donc, des concepteurs de la méthode. Hein, j'ai plus retenu voilà, donc un Français et puis quelqu'un, donc un Suisse, j'imagine, alémanique, voilà, avec des nivologues pour justement expliquer peut-être cette différence de point de vue où il semble, si j'ai bien compris, que l'estimation du risque est faite sur la foi du bulletin d'avalanche croisé donc avec les raideurs de pente et leurs expositions. Du coup, parce que... Oui, alors pour Yeti, c'est ça, pour Ski Touring Guru, ça va plus loin, puisque comme je disais, la méthode va prendre en compte aussi la nature du couvert forestier, dont on sait que dans certains cas, il peut être plutôt un facteur favorable. Ça va prendre en compte la taille de la pente, la forme de la pente. On sait qu'il y a des formes de pente, des tas d'études là-dessus, en tout cas ou convexes, qui vont être plus favorables ou défavorables à des déclenchements. Et ça prend aussi en compte la distance à laquelle on se trouve de cette pente et la proximité des arêtes, dont on sait souvent que plus on s'approche des crêtes des arêtes, plus le risque de déclenchement est important. Donc pour Yeti, effectivement, inclinaison, orientation. Pour Ski Touring Guru, c'est tous les éléments que je viens de donner. Donc c'est des tas d'éléments en fait qu'un cerveau humain ne peut pas analyser. Moi, deux éléments, je peux le faire à peu près en grattant la tête. Tous les éléments que j'ai donnés, je ne peux pas. Et seule une machine peut à un moment interpréter toutes ces données-là en même temps. Voilà. Un petit complément sur la confrontation avec les nivologues. En fait, Günter Kundra, qui au départ avait basé le Ski Touring Guru sur la méthode de réduction classique, a affiné avec la méthode de réduction quantitative. Alors, il a passé en fait un peu plus d'un an à Davos, à l'Institut, donc il a travaillé constamment avec les nivologues. En fait, il y a plusieurs nivologues qui ont contribué. D'accord, parce que pour avoir discuté justement avec un de ces nivologues qui travaille au SLF, qui n'est pas tout à fait d'accord donc avec la méthode de Günter, là, il serait intéressant pour nous les entendre se confronter sur leur vision différente des choses, à savoir le bulletin d'avalanche comme risque, on va dire, global, et puis son extrapolation à chacune des pentes. Mais ça, c'est un débat de spécialistes, je préfère passer là-dessus. Un dernier mot peut-être, parce que c'est quand même vous qui êtes invité ce soir, c'est pas nous qui devons causer. La méthode de vigilance qu'on utilise, vous avez essayé dans votre méthode de donner des observables qui sont facilement quantifiables. Nous, c'est le travail qu'on fait aussi avec nos stagiaires, puisqu'on essaye de les former, de les alerter sur un certain nombre d'observables aussi qui vont aller chercher, typiquement au pied de la pente, ce que vous avez fait, à savoir une coupe du manteau neigeux, pour savoir s'il y a existence de couches fragiles, donc potentiellement une avalanche qui peut démarrer, une avalanche de plaques, c'est quelque chose que nous, on leur apprend également à faire. Merci. Merci. Maintenant, on n'a plus qu'à vous écouter. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser. Oui. Et à qui le tour? Bonsoir. Moi j'ai une question sur le fait qu'il y ait différents niveaux d'expertise entre guillemets dans la méthodologie et le fait qu'on voit entre chaque niveau d'expertise la carte devenir de moins en moins risquée. Je voulais comprendre quelles étaient les différences, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut utiliser peut utiliser une méthode plutôt qu'une autre et voir la carte tout à coup laisser des itinéraires apparaître qui n'étaient pas pour les moins experts. Peut-être que c'était pas assez précis. L'idée, c'est d'avoir des marges de sécurité plus ou moins grandes et surtout d'avoir une idée de la quantification du risque pour chaque niveau de sécurité. Donc, avec des débutants, on reste dans ces limites d'inclinaison parce que l'on sait que
on limite vraiment très très fortement le risque. En revanche, évidemment, on va se couper de certaines courses. Ça, c'est basé sur l'étude d'une accidentologie sur longue date, qui a d'abord été faite en Suisse par Werner Mutter, puis qui a été reprise ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Mercure. Il faut voir que ce que nous préconisons pour l'essentiel du public, je pense que l'essentiel du public est dans la salle, c'est la MRE. Je me souviens d'une grande discussion qu'on avait avec Claude Ray, qui a essayé d'importer un petit peu les méthodes de réduction en France. Lui disait, quand il est revenu de Suisse, qu'il a découvert ça, il dit, moi, la MRE me suffit, j'ai pas besoin de la MRP, la méthode pour experts, la méthode de réduction professionnelle. Donc on présente les différents aspects pour voir qu'il y a une palette, c'est-à-dire que le public peut être très large, ça va du débutant à l'expert, et forcément avec des outils plus fins, parce que évidemment l'expert il va vouloir aller dans des pentes nécessairement un peu plus raides ou plus orientées au nord pour chercher de la meilleure neige, etc. Donc il y a des outils qui sont à la disposition de l'expert, mais l'essentiel du public, je pense que s'il y a un message à garder, c'est celui-ci, peut très bien faire toute une carrière de ski alpinisme, de ski de montagne, de ski de rando avec la MRE. Je complète juste une chose par rapport à ce que tu dis. Au cours d'une saison de ski, on peut être amené, une même personne peut être amenée à utiliser par exemple la MRE pour la plupart de ses sorties. Puis dès qu'on va aller faire un peu de ski de pentraide, là dans le bouquin on a un exemple où on va à la Dent-Paraché faire du ski de pentraide où la MRE ne permet pas. La MRE elle va vous bloquer tout de suite. En revanche, en utilisant la MRP, le champ des possibles augmente et là le travail la veille à la maison devient possible avec tout un champ de courses, y compris de la pentraide, qui sont tout à fait réalisables. Et on a un exemple là où on skie un joli couloir, la Dent-Paraché, en restant totalement dans les clous, mais là, de la méthode de réduction expert. Donc c'est en fonction à la fois évidemment il y a une question de quel niveau de risque je suis capable de gérer, et puis aussi en fonction du jour, en fonction de la difficulté de la course aussi dans laquelle je vais. Juste peut-être pour éclairer un petit peu différemment la réponse à la question, donc ces méthodes ont été évaluées à plusieurs reprises, hein, donc ça c'est intéressant parce que c'est une évaluation qui a été faite par des Norvégiens, enfin en Norvège, sur l'accidentologie en Norvège de 2005 à 2012, en utilisant les différentes méthodes. Donc ils ont repris l'accidentologie, ils ont dit si on avait appliqué ce qu'ils appellent l'after-ski méthode, donc en gros l'after-ski méthode c'est ce que nous appelons la méthode de réduction pour débutants, eh bien on aurait évité 100% des accidents qui se sont produits en Norvège, qui ont eu des conséquences de victimes. En utilisant la méthode de réduction alimentaire, on aurait évité 93% des accidents. Donc on voit bien qu'on n'évite pas tous les accidents. Donc forcément, si on réduit la marge de sécurité, eh bien, on augmente le risque. Et avec la méthode de réduction professionnelle, on aurait évité 78% des accidents. Voilà. Ça, c'est une des évaluations, il y en a plusieurs. Et peut-être je vais compléter, parce que je pense que c'est intéressant dans le débat que se fait à Alexis. Je vais raconter une anecdote. Moi, je suis journaliste et j'allais en Slovaquie pour faire un sujet sur toute autre chose. Et j'avais rendez-vous avec un sociologue à l'Académie des sciences. Et j'arrive dans son bureau, un bouquin sur les avalanches sur son bureau. Il dit, vous avez fait du ski, tout. Ah non, c'est un collègue, etc., qui écrit ce livre sur les avalanches. Et donc, si vous voulez, si ça m'intéresse, je vous le donne. Évidemment, moi, ça m'intéresse. Donc, je prends ce livre en slovaque. Et bien, dans ce livre en slovaque, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des méthodes de réduction. Voilà, les méthodes de réduction, elles sont appliquées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Canada. Elles sont appliquées. Alors, j'arrive pas à passer le diapo. Ah oui, il faut que je clique dessus là. Voilà, hop, tac. Voilà. Non, là, j'ai carrément tout éteint. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Et l'année dernière, j'étais en Ukraine. J'aime bien faire des voyages à ski un peu partout. Et on avait l'objectif d'aller vers le Overla, qui est le point culminant qui n'est pas très haut, hein, c'est 2000, mais c'est très joli, il y a des belles forêts. Et il y avait un centre de météo, donc on s'arrête au centre de météo et on commence à discuter avec le météo. Alors, vraiment, c'était des conditions très pauvres. Hein. L'Ukraine, c'est un des plus pauvres pays d'Europe, malheureusement pour eux. Et on commence à discuter boutique, voilà, il est météorologue, il fait des prévisions, il fait la prévision avalanche, c'est génial. Et je vois, qu'est-ce que je découvre? Ils avaient des cartes de pente en Ukraine. Et qu'est-ce que je découvre aussi? Ils ont la méthode de réduction en Ukraine. Donc la méthode de réduction, elle est pratiquée de plus en plus dans la plupart des pays. Avec des variantes, vous avez vu, je vous ai montré des formes différentes. C'est intéressant que chacun a adapté un petit peu à
à ces paramètres. Donc il y a les autres. C'est pas très grave. C'était juste une représentation dans différents pays. Voilà, la représentation au Canada est un petit peu différente, mais l'esprit et la mode de conception est le même. Donc ça me paraît intéressant de mettre ça en partage. C'est vrai que ces méthodes de réduction sont très utilisées dans le monde amateur. Ce soir, la conférence est majoritairement remplie, je pense, d'amateurs. Pour savoir quand même sur la formation des guides, la formation des moniteurs, je connais beaucoup moins bien, je suis pas moniteur moi-même, hein, je suis que guide de montagne. Mais sur la formation des guides, il existe un pays où effectivement ils enseignent cette méthode 3x3 avec la méthode de réduction, c'est la Suisse. Tous les autres pays n'utilisent pas de méthode de réduction et cherchent à développer d'autres méthodes, un petit peu comme celle qu'on utilise nous en France, pour préparer sa course, hein, ce qui est quand même le fondement de la méthode qu'on a vue aujourd'hui à la maison, le 3x3, et ensuite sur le terrain, analyser des observables de manière suffisamment fine pour être capable de se dire, là maintenant, la pente, elle craint un peu, beaucoup, et donc j'ai beaucoup de chance, peu de chance d'y rester. Voilà. Et donc l'idée, elle est quand même là, d'éduquer nos stagiaires à fonctionner de cette manière-là. Pour les stagiaires, ok, donc, mais si on ne destine pas à être guide, comment on peut avoir accès à votre méthode? Parce que finalement, on a accès à travers ce livre à une méthode qui est assez simple, avec un livre qui est très pédagogique et assez intéressant. Mais la méthode de l'ENSA, on est faite comment? Ben, alors, soit, comment dire, vous pouvez acheter nos fascicules, d'accord, mais qui sont, on va dire, à mon avis, moins bien faits que le livre de Philippe et d'Olivier, voilà. Et puis, c'est pas pour critiquer leur méthode, je pense que la méthode, comment dire, qui est développée dans le livre, elle convient très bien aux amateurs. Elle fonctionne très bien parce que ça vous permet, comme le dit Philippe très justement, en renonçant à une très grande partie des pentes qui craignent, parce que ce qu'on sait, c'est que à partir de 30 degrés, une avalanche peut se déclencher. Hein, c'est pas une histoire de subdivision à 35 ou 40. À partir de 30 degrés, une avalanche se déclenche. C'est comme ça. Donc si on renonce à toute ou partie de ces zones qui sont supérieures à 30 degrés, on évite de fait une très grande partie du risque. Juste pour apporter un petit point, les méthodes qu'on présente, effectivement, elles peuvent tout à fait convenir aux amateurs, mais elles sont effectivement enseignées aux guides suisses, tu le disais, mais aussi aux guides autrichiens et aux guides allemands. Oui, je suis désolé. Oui. Et c'est utilisé aussi par les guides canadiens. Voilà. J'étais la semaine dernière d'une conférence. Voilà. Alors, j'ai vu. Alors, il y a une question là. Voilà, et ensuite là-bas. Donc c'est une question plutôt pour l'ENSA en l'occurrence, une question de cohérence, c'est-à-dire que un certain nombre de guides, notamment ceux qui ont été diplômés il y a pas mal d'années, peut-être 10-15 ans, je ne sais pas quelle est la limite temporelle exacte, n'ont pas été formés à l'ENSA à ces méthodes-là. Or, parallèlement, tout récemment, l'ENSA, en collaboration avec l'USMGM, a prétendu imposer à toute la profession des standards professionnels qui visent à nous obliger, nous les guides, à utiliser systématiquement une méthode à laquelle bon nombre d'entre nous n'ont pas été formés. Alors comme parallèlement on nous impose une obligation de recyclage, est-ce qu'il ne serait pas intelligent et pertinent d'utiliser ce recyclage au moins une journée pour former tous les guides qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas déjà été formés, à ces méthodes? Mais c'est une excellente idée. Il faut surtout la soumettre, je dirais, aux gens qui s'occupent du recyclage. Déjà fait, mais rarement entendu. C'est peut-être une manière d'amener, comment dire, la suggestion qui peut poser problème parfois. Oui, on va rester dans le sujet de la soirée. Même si... voilà, il y a une question là-haut. C'était juste pour revenir. Si j'ai bien compris, dans le cadre de l'ENSA et des formations des guides outre la Suisse, vous utilisez les méthodes uniquement
uniquement qualitatives et vous, pas rejeter, vous n'utilisez pas les méthodes quantitatives. Est-ce que j'ai bien compris ça ou... Alors, pas tout à fait. En fait, ce qu'on n'utilise pas, parce qu'on a essayé de l'utiliser, en fait, la méthode de réduction. On a essayé de l'utiliser avec un stage de guide d'une année. Et en fait, ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que Olivier et Philippe ont parlé de l'importance des biais cognitifs. Selon qu'on est offensif ou défensif, on va mesurer la pente avec un certain degré de précision. On va mesurer l'orientation de la pente avec un certain degré de précision. On va s'imposer des tailles de groupe avec un certain degré de précision. Et donc, en fait, à un chiffre, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Ce qui compte, je pense, qui est fondamental dans ces méthodes, c'est de faire une analyse qualitative qui soit suffisamment solide au départ et qu'ensuite, la méthode de réduction, elle est bien là pour confirmer déjà un choix en place. C'est-à-dire que ce n'est pas un calcul avec 3 paramètres qui permet de dire si oui ou non, raisonnablement, on est un risque tout ou bien on est un bon père de famille. C'est l'analyse fine telle qu'elle vous l'a été montrée, là par exemple, sur leur week-end en Beldon, où on sent qu'il y a une vraie préparation au niveau de la carte, que cette préparation, elle s'accompagne de considérations sur la météo, le bulletin d'avalanche, il ne se réduit pas juste à un chiffre, mais il est lu dans les détails, de manière à savoir à quelle situation typique d'avalanche on a affaire et quelles vont être les zones où il va vraiment falloir se méfier. C'est donc déterminer des points clés sur lesquels on va avoir une vraie confrontation au terrain et au groupe pour se dire de 2 choses l'une, je continue ou pas? Et si je continue comment? D'accord? Et c'est pas uniquement par un calcul, un potentiel de risque divisé par des facteurs de réduction qui va nous permettre d'arriver à une décision blanc ou noir. Ils l'ont dit très justement, plus vous avancez entre guillemets vers une méthode de réduction professionnelle et plus le risque accepté augmente. Notre méthode, elle se base aussi sur des éléments qualitatifs. Y a-t-il une hauteur de neige récente critique? Les couches fragiles, y en a-t-il? Est-ce qu'elles sont étendues? Est-ce qu'elles sont continues? À combien de centimètres se situe-t-elle sur la surface? S'il y a de la fonte, est-ce que cette fonte, elle se présente sur quelques centimètres? Est-ce que la neige est profondément pourrie? À partir de quelle altitude on la retrouve, etc., etc. Donc c'est un ensemble de choses qui est, je pense, assez méthodique. Voilà. Et qui marie le qualitatif et le quantitatif. Juste un petit complément, parce en fait, c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas 2 choses complètement différentes, il y a beaucoup de choses qui convergent. Simplement, dans l'histoire, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 approches qui avancent dans les... Il y a d'abord la première approche qui était déterministe, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait des avalanches, qu'est-ce qui faisait que ça produisait des avalanches. Simplement, au bout de 20, 30 ans, etc., on s'apercevait que cette approche déterministe, elle ne suffisait pas à éviter des accidents. Et c'est là il y a eu un renversement de révolution, un changement de paradigme qu'a apporté Werner Münther à la fin des années 90, où il s'est dit, non, maintenant il faut qu'on ait une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on va étudier là où il y a des accidents, dans quel contexte à la fois de terrain, de conditions, il y a des accidents, et si... Voilà, c'est ce qu'on vous a présenté avec Olivier aujourd'hui. Cette approche-là probabiliste a renversé la perspective. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a les déterministes contre les probabilistes, puisque les différentes approches mêlent les deux. On ne peut pas faire que de la probabilité, on ne peut pas faire non plus que du déterminisme. En revanche, le changement de paradigme a apporté un plus très important qu'on ne peut pas négliger. À nos yeux, il a été essentiel. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'en faire la promotion, parce que surtout ça permet d'avoir une approche qui est rationnelle. C'est-à-dire qu'on sait l'importance du facteur humain, il est partout, c'est toujours des hommes qui décident. Et simplement, si on n'arrive pas à rationaliser le risque, eh bien, on va toucher les limites de l'homme. Alors évidemment, c'est pas non plus qu'un seul calcul, comme le dit très bien Alexis. Au-delà du simple calcul, il faut aussi... Le calcul ne dispense pas d'ouvrir les yeux, de voir ce qu'on a autour de nous et de prendre d'autres paramètres en question. Il y a une question sur laquelle on n'est pas revenu tout à l'heure, qui est un point qu'a soulevé Alexis qui est très important, qui est l'échelle du bulletin. Le bulletin, il est conçu à l'échelle d'un massif. Et c'est vrai que là, on applique à l'échelle d'une pente. Donc c'est un changement d'échelle qui est très important, qu'on ne peut pas... Le bulletin, il a une valeur qui est plus globale.
Mais en revanche, ce qu'on doit dire, c'est que le skieur, il skie une pente, il skie pas un massif. Donc il faut bien qu'il traduise dans cette pente des éléments qui sont à puiser dans le bulletin. Mais le bulletin généralement est indispensable, ça c'est certain, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il est aussi en partie insuffisant. À ce bulletin-là, il faut pouvoir ajouter des éléments qu'on va mesurer sur le terrain. Donc il existe des outils, j'essaie de vous en présenter, mais si on a l'image, on vous en présentera. Par exemple, la grille d'estimation du danger, pour pouvoir, lorsqu'on n'a pas de bulletin, comment faire sans bulletin, ou des indicateurs qui nous permettent de considérer que le risque auquel on va être confronté, que le danger auquel on va être confronté est plus important que celui du bulletin. Typiquement, on a un danger 2 à l'échelle du massif, et on peut très bien avoir localement, avec des effets de versant, un danger 3. Et ça, on va pouvoir s'en rendre compte, notamment avec un outil qui est pratique, qui s'appelle les quantités critiques de neige fraîche, qui va nous donner un signal, on dit attention, on a tant de neige fraîche et dans tel type de conditions, de température, etc. Il faut dire, non, on est plus au danger 2 à ce niveau-là. Parfois, ça peut être au niveau d'altitude. On avait un autre exemple dans le bouquin, c'est dans Beldon aussi, où le bulletin nous annonçait un danger 2 jusqu'à 2300 mètres, je crois. Et en fait, on s'est aperçu sur le terrain que le danger 2, il était jusqu'à 1700 mètres. Et là, on était déjà dans un danger 3 parce qu'on avait des quantités critiques de neige fraîche qui étaient atteintes. Oui. Moi, je suis un petit peu gêné par les propos d'Alexis qui fait un clivage entre professionnels et amateurs. Et je ne comprends pas pourquoi on priverait, nous les guides, qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres, pourquoi on se priverait d'un calcul probabiliste. Alors, il n'est pas question. Excuse-moi Alexis, vas-y, pardon. Le calcul justement de réduction nous apporte un élément qui est pas forcément juste ni faux, mais qui en tout cas nous apporte des éléments aussi pour décider différemment. Et je pense que toutes les méthodes peuvent se croiser et sont complémentaires. Je n'oppose pas amateurs et professionnels, mon idée n'est pas là. Simplement, l'incontestable avantage de la méthode de réduction, c'est qu'elle permet de faire un tri énorme entre des itinéraires qui sont risqués et d'autres qui le sont beaucoup moins. La méthode qu'on enseigne à l'ENSA, qui prend du temps à être enseignée, puisque par exemple, pour que les stagiaires à l'ASPI, enfin aspirants guides, maîtrisent cette méthode, le temps d'apprentissage est de 20 jours, se base sur le fait de prendre des éléments de prévision, de les comparer à la réalité du terrain et de savoir au niveau du terrain sortir les observables qui vont être utilisables. C'est donc possible pour plein de gens. Si c'est possible pour des guides qui ont 2 neurones, un pour le pied gauche et un pour le pied droit, ça doit bien être possible pour des amateurs lettrés. D'accord ? Mais en attendant, pour faire ces choses-là, il faut du temps de formation incompressible. 20 jours avec les profs de l'ENSA, à raison donc de 5 jours par semaine, ça s'étale sur 4 semaines, et là on a des stagiaires qui maîtrisent à peu près le procédé de gestion du risque l'hiver, plus ensuite après tout ce qu'ils vous pourront développer dans leur expérience personnelle. Je pense que n'importe quel amateur est tout à fait capable de réussir à comprendre la méthode, entre guillemets, des professionnels ou des futurs professionnels. Simplement, il faut que l'amateur puisse se donner aussi les moyens d'apprendre cette méthode, à savoir du temps. Donc c'est pas une opposition que je fais, c'est simplement une mise en garde sur le fait que l'apprentissage de cette méthode-là demande du temps. L'avantage incontestable de la méthode de réduction, c'est qu'on s'aide d'algorithmes qui permettent de dire, tac, si je veux un risque, on va dire, le plus faible possible, je renonce à toutes les pentes supérieures à 30 et je reste loin au-delà. Et comme ça, au moins, je vais passer une bonne journée, je peux faire toute une carrière de skieur sans trop me poser de questions. C'est-à-dire sans même avoir un seul enseignement nécessaire sur la nivologie. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Maintenant, si on veut aller plus loin et être capable de relier les observables niveau météo avec une prise de décision, donc une gestion du risque qui ne soit pas hasardeuse mais qui soit sereine, il est nécessaire de prendre un petit peu de temps de formation. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis pour la méthode de réduction débutant et
les courses sélectionnées en vert dans Ski Tour Go. En revanche, pour les autres méthodes, que ce soit la méthode de réduction élémentaire, a fortiori la MRP, méthode de réduction professionnelle, ou les courses en orange et on va dire le début du rouge de Ski Tour Go, ça demande aussi une certaine expertise de terrain, une capacité à repérer des observables, et on ne skie jamais une pente quand on est au pied du passage sur la seule foi de ce qu'ont dit les algorithmes. Les algorithmes permettent de faire les choix beaucoup plus éclairés la veille à la maison en bénéficiant, en utilisant au mieux les sources dont on dispose, et déjà de faire des choix sûrs. Et on l'a vu là avec le graphique qu'on vous a montré, que beaucoup d'accidents proviennent de mauvais choix de course, et pas forcément de choix sur le terrain. Voilà, donc voilà, il ne faudrait pas laisser entendre que les méthodes de réduction, c'est un truc bête et méchant qui ensuite, sur le terrain, suppose que bon, on suit bêtement le truc et on fait un petit calcul. Ces méthodes-là sont très utiles la veille à la maison pour préparer, et après, une fois sur le terrain, il faut faire confiance à... il faut écouter son expérience, il faut écouter les membres de son groupe, il faut bien repérer aussi sur le terrain. Ça, je crois qu'on est aussi d'accord sur ce plan-là. C'est vrai qu'en revanche, les méthodes de réduction là qu'on vous a montrées, elles s'apprennent, elles ne demandent pas 20 jours d'apprentissage. Ça va vite. Ensuite, pour les mettre en œuvre sur le terrain, ça demande un peu plus de temps et d'expérience en fonction du niveau d'expertise que vous avez choisi. Voilà, et juste pour compléter sur l'observation, je l'ai évoqué, donc je ne l'ai pas montré, maintenant on le montre. Un des outils qui peut être utile, c'est les quantités critiques de neige fraîche. Donc c'est la quantité critique de neige fraîche qui doit nous faire en sorte que lorsqu'on l'a atteint, il faut se considérer en danger 3 et non plus en danger 2, ce qui change pas mal la physionomie des courses. Un autre outil qui est intéressant, que j'ai juste montré tout à l'heure, Alexis l'a évoqué, ça s'appelle, à l'origine, c'est le niveau check qui a été mis au point par Bernard Mutter. On en a fait une déclinaison qui est plus concrète sur certains aspects. Donc c'est le type de grille qui permet, lorsqu'on va à l'étranger qu'il n'y a pas de bulletin, ou dans les périodes où il n'y a pas le bulletin, de se faire sa propre estimation du danger d'avalanche. Alors ça, évidemment, c'est pas après une semaine de ski de rando qu'on peut se mettre à utiliser des outils comme ça. C'est des outils qui nécessitent de l'expérience, qui même, d'une certaine façon, permettent de capitaliser l'expérience qu'on peut avoir acquise. Mais c'est pas non plus sorcier. Et l'intérêt, c'est de le faire à plusieurs au début pour comparer les estimations, et surtout de le faire dans des zones où il y a un bulletin, où on va pouvoir comparer son estimation à celle qui est donnée avec d'autres outils, évidemment beaucoup plus performants que peut avoir Météo France, avec ses observateurs, ses balises automatiques et surtout ces modèles de prévision. Ce que je voulais dire, c'est que... Qui parle, c'est là-haut. C'est moi. Oui, en tant que professionnel ou amateur, on a tout intérêt à ne pas se priver de l'outil qui est enseigné par l'ENSA, c'est-à-dire, enfin pas l'outil, la méthode, la vigilance encadrée, mais tout autant de votre méthode qui emploie aussi la méthode de réduction. Je pense que les deux méthodes apportent des approches différentes qui sont complémentaires. Là, juste une diapo qui est un élément du débat aussi, c'est intéressant de voir ce que ça a pu produire, la mise en place en fait, des méthodes de réduction en Suisse. On s'est aperçu, alors c'est pas non plus spectaculaire, mais il y a quand même une baisse du nombre d'accidents sur le long terme, puisque vous savez qu'il y a une forte variation d'une année à l'autre de l'accidentologie. Il y a une baisse qui est assez nette de l'accidentologie. Alors les méthodes ont été mises en place progressivement, à la fois pour les pros, qui utilisent plutôt la MRP, et pour les gens du club alpin, et les jeunes sports, en fait, toutes les structures. Alors c'est intéressant en plus de voir que dans les accidents qui ont lieu en Suisse, on compte aussi beaucoup d'étrangers, puisqu'il y a 43% des décès par avalanche dans la dernière décennie en Suisse qui sont des étrangers. Voilà. Et en termes d'accidentologie des guides, c'est assez différent quand même. On voit qu'il y a beaucoup moins d'accidents de guides en Suisse qu'il peut y en avoir en France. C'est quelque chose qui est connu, hein. Il y a une thèse qui a été faite là-dessus. Oui, moi j'ai pas une question, mais plus une remarque. Au-delà des méthodes de réduction qui sont intéressantes, une notion qui me paraît importante, qui est la pression d'un groupe constitué, expérimenté. Moi je pratique la randonnée depuis des années, voire des décennies,
je ne suis pas forcément avec mon guide, mais parfois avec des amis d'un niveau homogène. Et moi, je me pose des vraies questions par rapport au renoncement, la notion de renoncement. Parce que quand on est en rando, on fait parfois la trace, on est derrière, on est devant, et puis à un moment donné, il faut pouvoir prendre le temps d'estimer le risque. Et c'est pas forcément évident de renoncer et de faire demi-tour. L'année dernière, j'ai eu une expérience qui s'est bien terminée. On était au-dessous de l'arête sommitale dans le Val d'Aoste, avec un risque réputé de 2. Bon. Et donc il y avait une dernière pente à traverser. On s'est espacé de 50 mètres. Tout le monde a traversé. On a fait le sommet. Et en descendant, les deux premiers skieurs qui sont partis ont déclenché une plaque d'1 mètre de profondeur. Et on était tous passés sur cette plaque en montant. Et moi, avant de monter, j'avais dit aux autres, je le sens pas. Et il y a une autre personne qui a dit, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Mais bon, il y en a un qui part, un deuxième, un troisième, et finalement, tout le monde y va. Et voilà. Bon, tout s'est bien terminé encore une fois, mais voilà. Et c'est pas forcément évident de dire, moi j'arrête là. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est fondamental à mes yeux, je crois à nos yeux, et c'est une des raisons qui nous ont fait vouloir développer la connaissance des méthodes de réduction. Parce que lorsqu'on a une approche rationalisée, avec des éléments qui sont rationnels, on peut beaucoup plus facilement partager une décision. Alors évidemment, ce n'est pas que la méthode qui est importante, c'est aussi le dialogue au sein du groupe. L'importance, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un responsable dans le groupe qui décide en dernier ressort, qui fait... On se met d'accord avant de partir, c'est pas au moment sur la course qu'on va se mettre à dire c'est toi qui décides, c'est moi qui décide, ou voilà, ou on vote, ou moi j'y vais, je te laisse là, etc. Mais les méthodes, d'avoir un outil qui rationalise le risque, avec limite, évidemment, il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier et penser qu'il n'y a pas de limite, il y a des limites évidemment à ce type de calcul, mais il est important parce qu'il nous permet de rationaliser le risque et donc de partager la décision. Voilà, la telle pente, regarde, ça fait plus de 35 degrés, c'est plein nord, et on a un danger 3, bien mûr, hier on était en 4, franchement, on n'y va pas, quoi. Et là, tu as des éléments rationnels pour convaincre tes compagnons de renoncer. Voilà, c'est un élément de plus et qui n'est pas du tout négligeable, qui est quelque chose qui est... Surtout, si on a fait c'est important aussi, je pense, dans un groupe, de faire au moins en partie la préparation avec le groupe. Voilà. Surtout, moi je parle plutôt de groupe d'amateurs, hein, je ne suis pas dans un contexte professionnel, mais c'est important parce que là, dans la mesure où on a partagé les points de décision. Vous avez vu au dope là, en haut, franchement, là, a priori c'est dans le rouge. On verra bien demain comment c'est, mais a priori c'est dans le rouge. Et donc quand on a dit ça la veille, quand on arrive le lendemain sur place au dos, souvent les gens en ont assez, et on a fait du beau ski, et il n'y a personne qui veut aller en haut parce que tout le monde a bien compris que c'était plus dangereux. On a préparé à ce renoncement. En fait, c'est une façon de préparer au renoncement qui paraît importante. Je viens compléter. C'est un point central, je pense, en France, le renoncement. La difficulté à renoncer, c'est très français. Et je suis d'accord, je partage ce que dit Philippe, le fait d'avoir une méthode permet de mieux expliciter ces choses-là, de nommer les points où il va falloir faire des choix, et donc, entre guillemets, de préparer des décisions impopulaires. Ça, c'est sûr. Mais je reviens aussi sur le point où il y a plus de décès, malheureusement, en France qu'en Suisse, ça c'est avéré, mais c'est aussi vrai en Allemagne, c'est aussi vrai en Autriche, c'est-à-dire que les guides allemands, les guides autrichiens, il y a beaucoup moins de morts chez eux que chez nous. Donc je pense qu'il y a une vision du risque à la française, qui est très spécifique à la France, et qui fait qu'on se tue plus facilement en France qu'ailleurs. Voilà, culturellement parlant. Juste pour compléter, l'intérêt des méthodes qu'on vous a montrées, qui sont relativement faciles d'appropriation, c'est qu'elles vous permettent de devenir votre propre gestionnaire de risque. C'est-à-dire quand vous êtes dans un groupe, au lieu de vous laisser emmener, vous avez, par ces méthodes, moyen de regarder quels sont les choix de la personne qui vous emmène, d'avoir des éléments de critique rationnelle et facile qui ne demandent pas des jours et des jours
d'analyse et d'appropriation, l'idée de ces méthodes, c'est de devenir son propre gestionnaire de risque et de plus avoir l'impression de se faire emmener en ayant un peu un moment la boule au ventre en disant mais moi je le sens pas. Un moment ce je sens pas, excusez Philippe, vous allez pouvoir l'objectiver. Et en ça, je pense que c'est un vrai progrès. Ça vous permet vraiment d'avoir mieux conscience des risques que vous prenez ou que vous allez prendre. Alors sinon, si vous n'avez pas des méthodes un peu rationnelles comme ça, c'est très difficile, à part le mal à l'estomac où je le sens pas. Et ça, c'est difficile de prendre une décision sur la seule foi du mal à l'estomac. Alors que ces outils-là vous permettent un peu de l'objectiver, votre mal à l'estomac. Peut-être pour un tout petit peu compléter en contrebalançant, n'oubliez quand même pas ce sentiment. Si vous ne le sentez pas, n'essayez même pas de réfléchir, n'y allez pas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore un commentaire, une question, besoin d'éclairage sur